Ce vendredi-là, vers 17h, ma fille de 11 ans venait de survivre à près de 3 heures de chirurgie d'urgence, et avait été transférée dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. Elle ne saignait plus à mort, mais elle n'avait pas encore ouvert les yeux, et une infirmière continuait de vérifier ses constantes vitales, toutes les quelques minutes. Mon mari se tenait près des ascenseurs de l'USIP, ses clés de voiture à la main. « Colin, ne pars pas », lui ai-je dit, en gardant la voix basse, car 2 autres familles étaient assises derrière nous, attendant que des médecins viennent diviser leur vie entre un avant et un après. Evie vient tout juste de sortir du bloc. Son téléphone a vibré à nouveau. Le nom de Céleste a illuminé l'écran. « Je ne peux pas rester dans ces vêtements, s'il te plaît, viens tout de suite. » J'ai regardé l'homme qui avait appris à Evie à lire les codes d'aéroport avant même qu'elle ne sache multiplier. « Tu abandonnes notre fille en soins intensifs, pour aller chouchouter la femme avec qui tu couches ?» Céleste dit qu'un créancier l'a coincée dans un parking, a-t-il justifié. Ses vêtements sont déchirés, elle est terrifiée, et elle n'a rien mangé. Alors, appelle la police pour elle. Tu es déjà dans un hôpital, parce que quelqu'un a percuté ton enfant et a pris la fuite. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Colin, c'est ta maîtresse. Les portes se sont ouvertes. Il m'a regardé avec une froideur que j'avais passé des mois à essayer de ne pas nommer. Elle est entourée de médecins, a-t-il dit. Ma maîtresse, elle, a davantage besoin de moi. Puis, il s'est engouffré à l'intérieur, et a laissé les portes se refermer entre nous. À 17h47, un débit de 1286 € est apparu sur notre carte de crédit commune. Il provenait de l'Arkenfinch, la boutique dont Céleste avait fait l'éloge lors d'un dîner d'entreprise. À 19h18, une autre alerte est arrivée depuis la Calder House Steakroom. Colin lui achetait des vêtements et lui offrait un dîner, pendant que notre fille gisait sous des couvertures chauffantes, avec une incision toute fraîche en travers de l'abdomen. Il est revenu un peu après 21h. Il avait un tampon de voiturier sur le dos de la main, et un étroit ticket de caisse dépassant de la poche de son manteau. À 21h18, les doigts d'Evie ont bougé contre les miens. Ses yeux se sont ouverts lentement. Le chirurgien m'avait assuré que l'hémorragie interne était maîtrisée, et qu'elle n'était plus en danger immédiat. Cela ne signifiait pas qu'elle allait bien, cela voulait seulement dire que j'avais le droit d'espérer qu'elle vivrait. « Maman » a-t-elle murmuré, et j'ai enveloppé ses mains des 2 miennes. « Je suis là. » Ses yeux ont glissé au-delà de moi, pour se poser sur Colin. L'espoir a illuminé son visage l'espace d'une seconde, puis a disparu sous des mois d'appels manqués et de comptes rendus d'arrivée qu'il ne restait plus écouter. « Suis-je une enfant non désirée, maman » a-t-elle chuchoté. J'ai serré sa main délicatement, en évitant le pansement de la perfusion. Non. Tu es celle que maman choisira toujours. La porte s'est ouverte avant que Colin ne puisse répondre. 2 inspecteurs de police sont entrés, accompagnés d'un superviseur de la sécurité de l'hôpital. La femme en tête nous a montré son insigne, puis a regardé mon mari droit dans les yeux. Monsieur Bennett, nous devons vous parler d'un SUV utilitaire Belden argenté, le véhicule de flotte numéro 417. Colin s'est figé. Vos identifiants ont autorisé ce véhicule à 10h52 ce matin, a-t-elle poursuivi. À 11h36, il a percuté votre fille. Il n'avait pas l'air choqué par le numéro de flotte. Il avait l'air terrifié par le nom qui y était rattaché. Avant que je ne vous raconte comment mon mari a commencé à traiter notre fille comme une pièce à conviction plutôt que comme son enfant, j'espère que vous allez bien, d'où que vous nous écoutiez. Restez avec moi, car ce que la police a découvert a commencé des mois plus tôt, avec un test de paternité et des antécédents médicaux que quelqu'un avait délibérément omis de remplir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à mériter le droit d'être choisi. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette nuit-là, je dois vous ramener 4 mois en arrière, au dernier compte rendu d'arrivée qu'Evie croyait encore que son père avait envie d'entendre. Elle se tenait au-dessus de la table de la salle à manger, une punaise bleue entre les dents, et une fiche Bristol pliée à la main. Notre carte murale était couverte de fines lignes rouges, reliant Richmond aux villes que Colin visitait pour son travail. Denver venait tout juste de recevoir une nouvelle punaise, marquée Den. J'ai exactement 3 minutes, m'a dit Evie. Une réussite, un fait sur Denver, et une question. Sans divaguer. Papa dit que les gens concis ont l'air préparés. Tu as 11 ans. Tu as le droit de divaguer, lui ai-je répondu. Elle avait obtenu un projet de géographie,
apprit que Denver était surnommée la Mile City, et choisit une question pour savoir si le toit de l'aéroport ressemblait vraiment à des pics montagneux enneigés. Elle a répété son texte 2 fois, avant que la voiture de Colin n'entre dans l'allée. Il fut un temps où il se serait assis, avant même de retirer son manteau. Il avait l'habitude de l'appeler depuis les portes d'embarquement, de lui envoyer par la poste ses vieilles étiquettes de bagages, et de tracer avec elle ses itinéraires de vol sur la carte. Leur jeu avait commencé lorsqu'elle avait pris ATL pour un code secret, et que Colin lui avait expliqué que chaque aéroport possédait son propre langage. Ce soir-là, il l'a écouté pendant moins d'1 minute. Denver est exactement à 1 mile au-dessus du niveau de la mer, a commencé Evie, tout sourire. J'ai eu un à mon projet, et je voulais te demander si le toit de l'aéroport ressemble vraiment à des montagnes couvertes de neige. Le téléphone de Colin a vibré. Il a jeté un œil à l'écran, et a refermé sa sacoche d'ordinateur. C'est super, ma chérie. Je dois appeler un client. La prochaine fois, a-t-il dit, se détournant déjà. Il te reste encore 2 minutes. J'ai vu la déception s'installer derrière son sourire, mais j'ai fait ce que j'avais appris à faire en 16 ans de mariage, j'ai traduit son absence en quelque chose de plus doux. Ton père a beaucoup de choses à gérer au travail. Garde ta fiche pour après le dîner. Evie a hoché la tête, et l'a glissée sous le bord de la carte. Pendant que Colin passait devant moi, j'ai remarqué un pansement adhésif à l'intérieur de son coude gauche. Prise de sang. Bilan de santé pour cadre. Evie a levé les yeux immédiatement. Elle en savait plus sur les antécédents médicaux de son père, que la plupart des enfants n'en savent sur l'enfance de leurs propres parents. « Tu n'es pas encore malade, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Non. » Il a touché le pansement, puis lui a adressé un sourire étrange. « Ton oncle Nolan m'a donné du sang neuf, il y a très longtemps. Il fonctionne toujours. » Puis il a ajouté doucement, « Je vérifie juste quelque chose, que j'aurais dû vérifier il y a des années. » Je suis restée silencieuse pour son bien. C'était ainsi que notre famille décrivait toujours la greffe de cellules souches qui avait sauvé Colin, lorsqu'il avait 21 ans. Son frère Nolan avait été le donneur compatible. Colin avait survécu à la maladie, mais le traitement avait gravement endommagé sa fertilité. Pendant des années après notre mariage, nous avions vécu au rythme des calendriers, des injections, des analyses de sang, et d'un espoir soigneusement géré. En 2014, nous avions arrêté les traitements. Je suis tombée enceinte naturellement, juste avant que Colin ne parte pour une mission de 7 semaines. Lorsqu'il est rentré à la maison, j'étais enceinte d'environ 9 semaines. Nous étions assis ensemble dans le cabinet de l'obstétricien, pendant que le médecin expliquait les dates. Colin avait pleuré en entendant les battements du cœur. Il n'avait jamais douté d'Evie, à l'époque. Ce changement n'avait commencé que récemment. Plus précisément, après que la société Helix Bridge soit devenue un fournisseur de Belden commercial, et que Colin ait rencontré Céleste Rowan. Je l'avais vue pour la première fois lors d'un dîner d'entreprise, 2 semaines avant le voyage à Denver. Elle parlait des avantages médicaux et de l'orientation des soins, avec une confiance irréprochable. Mais son véritable talent, était de faire en sorte que Colin se sente comme la personne la plus importante à la table. Elle riait avant même qu'il n'ait terminé son histoire, se souvenait du nom de chaque projet qu'il mentionnait, et lui affirmait que très peu de cadres comprenaient les gens aussi bien que lui. Sur le chemin du retour, il l'avait mentionné 4 fois. Je l'avais remarqué, mais je n'avais lancé aucune accusation. Je m'étais convaincu que l'admiration professionnelle n'était pas une trahison, et que la suspicion sans preuve, pouvait détruire un mariage aussi sûrement qu'un mensonge. Après le dîner ce soir-là, Evie a apporté à Colin une autre fiche Bristol. Elle y avait écrit PHX, DFW, et ORD sur le devant, pour son prochain voyage. « Tu pourras me faire réviser les codes dans l'avion », a-t-elle proposé. Il a glissé la carte dans sa mallette, sans même la lire. « Merci, Evie. » Elle l'a regardé se diriger vers son bureau. « Peut-être qu'il la lira à l'aéroport, ai-je dit. Même si je commençais à détester à quel point le mot peut-être faisait le travail que la vérité aurait dû accomplir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte du bureau de Colin s'ouvrir, puis l'imprimante partagée dans le couloir s'est mise en marche. Pensant qu'il avait lancé l'impression d'un document de travail, j'ai traversé le couloir pour récupérer les dossiers de mes propres clients, avant qu'ils ne se mélangent. La première feuille a glissé dans le bac, face vers le haut. J'ai vu le nom de Colin. J'ai vu les initiales d'Evie. Puis, j'ai vu la ligne située juste en dessous, probabilité de paternité, 0%.
Mes doigts sont devenus glacés autour du papier. Colin est apparu derrière moi si vite, que j'ai à peine eu le temps de me retourner. Il m'a arraché le rapport des mains, l'a fourré dans sa mallette, et en a verrouillé le fermoir. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Son visage ne traduisait aucune confusion. Il affichait l'effroyable soulagement d'un homme qui croyait que sa pire peur venait enfin d'être prouvée. « Tu devrais commencer à réfléchir, a-t-il dit, à ce que tu vas raconter à Evie. »« Que as-tu testé, exactement ?» ai-je demandé. Colin a gardé une main sur le fermoir de sa mallette, comme s'il craignait que je me jette dessus. Evie était toujours dans la salle à manger, déplaçant silencieusement la punaise de Denver, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement centrée sur le Colorado. J'ai baissé la voix. Quel genre d'échantillon t'ont-ils prélevé? Qui a recueilli celui d'Evie? L'identité de l'un ou de l'autre a-t-elle été vérifiée? Sa mâchoire s'est contractée. Tu as vu le résultat. J'ai vu une seule ligne sur une page. Je te pose des questions sur la procédure. Il a porté la mallette dans son bureau, et l'a posée sur le bureau. Je l'ai suivi, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte pour qu'Evie ne pense pas que nous lui cachions une dispute. C'était le genre de compromis qui, à mes yeux, faisait encore de moi une bonne mère. C'était un test à titre informatif, a-t-il justifié. Pas un test légal. Donc, il n'y a eu aucune chaîne de traçabilité formelle. Ce n'était pas nécessaire. Je ne dépose pas de plainte au tribunal. J'avais besoin d'une réponse. Pourquoi as-tu fait ça? Il m'a regardé comme si sa réponse devait m'humilier au point de me réduire au silence. Parce que les médecins nous ont dit que mes chances d'avoir un enfant étaient presque inexistantes. Parce que je suis parti pendant cette semaine, et que quand je suis rentré, tu as annoncé que tu étais enceinte de 9 semaines. Tu étais assis à côté de moi quand l'obstétricien a expliqué l'âge gestationnel. La grossesse est datée à partir du premier jour des dernières règles, pas depuis la conception. Tu savais que les dates correspondaient. Je savais ce que tu m'avais raconté. Tu avais entendu le médecin le dire. Et maintenant, j'ai un rapport d'un laboratoire. Sa phrase était d'un calme plat, ce qui la rendait encore pire. Colin ne hurlait pas, il ne jetait pas les meubles. Il agissait comme il le faisait lors des réunions d'affaires, lorsqu'il voulait faire croire à toute la salle que la décision avait déjà été prise. Je lui ai demandé qui avait organisé le test. Céleste a recommandé le prestataire. Et voilà, son nom s'insinuait à nouveau dans notre mariage, comme s'il y avait parfaitement sa place. Elle t'a recommandé un test de paternité? Elle travaille avec des laboratoires. Je lui ai dit que j'avais des doutes. Elle m'a expliqué qu'il existait des options discrètes. Quel échantillon as-tu fourni? Ils ont pris du sang. C'était inclus dans mon bilan de santé. Qu'ont-ils prélevé sur Evie? Un écouvillon buccal. Je lui ai dit que ça faisait partie d'un panel sur nos ancêtres. Je l'ai dévisagé, abasourdi. Tu as fait un prélèvement sur notre enfant sans me le dire, parce qu'une femme travaillant pour l'un de tes fournisseurs te l'a suggéré? Je suis son père légal. J'ai donné mon consentement. Tu lui as menti sur ce que c'était. Je l'ai protégée, jusqu'à ce que je sache s'il y avait quelque chose dont il fallait la protéger. Sa logique était suffisamment polie pour paraître responsable, jusqu'à ce que j'en gratte la surface. Il avait transformé le secret en bienveillance, et la suspicion en preuve. Alors, faisons les choses dans les règles, ai-je proposé. Un laboratoire indépendant. Des identités vérifiées. Des antécédents médicaux complets. Une chaîne de traçabilité, du prélèvement jusqu'au rapport. Nous pouvons demander à nos avocats de se mettre d'accord sur l'établissement. Son expression a changé. Non pas pour afficher du doute, mais de l'irritation. Tu veux un autre test, parce que la première réponse te déplaît. Je veux un autre test, parce que le premier a été conçu pour obtenir des informations privées, pas une conclusion juridique. Tu cherches à gagner du temps. Je cherche la précision. Tu as eu 11 ans pour me dire la vérité. J'ai entendu un petit bruit de grattement, derrière moi. Evie se tenait dans le couloir, une main posée sur le cadre de la porte. Colin l'a vue et s'est interrompu, mais pas assez vite. Je ne sais même pas quel enfant j'ai élevé, venait-il de lâcher. Le visage d'Evie ne s'est pas décomposé. Cela aurait été plus facile. Elle l'a regardé, puis m'a regardé, avec cette immobilité prudente qu'elle adoptait, lorsque les adultes parlaient trop vite et qu'elle essayait d'en déchiffrer le sens le plus sûr.
Je me suis dirigé vers elle, avant que Colin ne puisse ajouter une autre phrase. Prends tes chaussures, ai-je ordonné. Toi et moi, on va déjeuner dehors. Mais papa vient juste de rentrer. Je sais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu n'as absolument rien fait de mal. Cette conversation n'est pas à toi de la réparer. Colin a appelé mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Pour une fois, gagner la dispute importait moins, que de soustraire Evie à cette toxicité. Au dîner situé à 3 rue de mon bureau, elle a commandé un croque-monsieur, et on a épluché la croûte pour en faire de fines bandes. D'ordinaire, elle comblait les silences avec des anecdotes. Ce jour-là, elle m'a demandé si l'altitude de Denver pouvait donner le vertige aux gens, puis si Colin partirait quand même pour son prochain voyage. Je n'ai répondu qu'à ce que je savais. Lorsqu'elle a fini par poser des questions sur le papier, je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un désaccord d'adultes, concernant un test qui devait être vérifié. Je ne lui ai pas dit que le rapport était faux, car je ne pouvais pas encore le prouver. Je ne lui ai pas dit qu'il était vrai, car une seule page avait suffi à terrifier son père, au point de traiter l'incertitude comme un verdict. Papa m'a regardé comme s'il ne me connaissait pas, a-t-elle avoué. Il est confus et en colère. Est-il en colère contre moi? Ces choix ne sont pas de ta faute. Elle a hoché la tête, mais les enfants hochent souvent la tête lorsqu'ils comprennent les mots, sans saisir la réalité du monde qui se cache derrière. La première chose que Colin a cessé de faire, a été d'appeler depuis les aéroports. Ensuite, il a laissé passer la date limite pour signer l'autorisation de la sortie du club de géographie d'Evie, parce que le formulaire est resté sur son bureau pendant 4 jours. Quand je le lui ai rappelé, il a rétorqué que je pouvais très bien le signer moi-même. Le télescope dans le jardin avait une molette de mise au point desserrée. Evie a collé un morceau de ruban de masquage bleu à côté, avec les mots « Papa, répare s'il te plaît », écrits en lettres majuscules. Le ruban s'est recroquevillé sous l'humidité du mois de juin, et la molette est restée lâche. Elle ne s'est pas plainte. Elle s'est adaptée. Avant le voyage de Colin à Dallas, elle a appris ce que signifiait DFW, et la différence entre une ville et une zone métropolitaine. Pour Chicago, elle a lu des articles sur l'inversion du cours de la rivière, et s'est entraînée à prononcer OR comme si l'aéroport lui-même allait l'approuver. Chaque nouveau fait la rendait plus brillante à table, et plus effacée partout ailleurs. Phoenix restait intacte sur le planning. Une ville qu'elle n'avait pas encore transformée en une nouvelle tentative pour être choisie. Je n'ai pas fouillé le téléphone de Colin. Je n'ai pas ouvert sa messagerie privée, ni deviné ses mots de passe. Mon travail m'avait appris que les preuves deviennent dangereuses, lorsque la personne qui les a recueillies ne peut expliquer comment elle les a obtenues. Mais Colin avait laissé une copie du rapport, dans un dossier d'assurance de la maison, rangé dans le placard commun. Je l'ai trouvé alors que je cherchais une déclaration de soins dentaires d'Evie. Le document était plus fin que ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait ni photographie, ni vérification d'identité, et aucun témoin neutre mentionné pour le prélèvement. L'échantillon de sang de Colin provenait de son bilan de santé pour cadre. L'écouvillon d'Evie était identifié par des initiales, et un code de prélèvement à domicile. La section sur les antécédents médicaux contenait 3 cases cochées, et 2 lignes vierges. Aucun traitement contre le cancer n'y figurait. Il n'y avait aucune mention de greffe, et aucune information sur un donneur. Le soir même, j'ai posé la copie sur le comptoir de la cuisine, entre nous. Leur as-tu parlé de la greffe de Nolan? Colin a baissé les yeux, à peine. Ça fait 22 ans. Ça ne répond pas à ma question. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois, ou non, le père d'Evie. Comment le sais-tu? Parce que je ne suis pas généticien, Mara, et toi non plus. C'est exactement pour ça que nous devrions en consulter un. Il a plié le rapport une fois, et l'a remis dans le dossier. Céleste travaille dans ce domaine. Elle n'a aucune raison de mentir. La facilité avec laquelle il la défendait m'a frappé, plus fort que son accusation contre moi. Elle a toutes les raisons d'être prudente, ai-je rétorqué. Une personne prudente se serait renseignée sur une greffe de cellules souches, avant de recommander un test ADN. Tu t'accroches à n'importe quoi, pour éviter l'évidence. Je demande un test qui puisse résister aux interrogations. Et j'en ai fini de te laisser contrôler ces interrogations. Il s'est éloigné avant que je puisse lui demander pourquoi Céleste en savait assez sur notre mariage pour choisir le laboratoire, mais apparemment pas assez sur ses antécédents médicaux pour remplir correctement le formulaire. 3 soirs plus tard, Colin est rentré de Dallas.
Evie avait peaufiné son compte-rendu d'arrivée, jusqu'à ce que chaque phrase tienne sur une seule fiche Bristol. Elle l'attendait à côté de la carte, coiffée d'une casquette de baseball bleu marine, qu'elle s'était achetée avec son argent de poche. « Bienvenue à la maison », a-t-elle lancé. « J'ai découvert pourquoi DFW a sa propre désignation postale. Les Rangers ont gagné hier, et je peux te montrer le chemin de ton hôtel à l'aéroport, sans prendre l'autoroute. » Colin a regardé la casquette, l'affiche, et la ligne rouge qu'elle avait tracée à travers le Texas. Puis, il s'est tourné vers moi. « Tu l'as coaché pour quelle minute ?» Evie a baissé sa fiche. Ses doigts se sont refermés dessus, jusqu'à ce que le papier se plie en deux. Plus tard, après que Colin se soit enfermé dans son bureau, elle m'a rejointe dans la buanderie. Elle se tenait à côté du sèche-linge, serrant son compte-rendu froissé contre sa poitrine. « Combien de choses dois-je encore apprendre ?» a-t-elle demandé, avant qu'il ne comprenne que je suis sa fille. J'ai pris la fiche froissée des mains d'Evie, et je l'ai lissée sur le dessus du sèche-linge. Tu n'as pas besoin d'apprendre une seule chose de plus, pour prouver que tu appartiens à qui que ce soit, lui ai-je affirmé. Tu ne passes pas un examen pour mériter l'amour de ton père. Elle a scruté mon visage, comme si une seconde réponse se cachait derrière la première. Alors pourquoi continue-t-il à me regarder comme si j'avais fait quelque chose de travers ? Parce qu'il avait choisi de croire un bout de papier, plutôt que 11 ans de vie commune. Parce qu'à chaque fois qu'elle faisait des efforts, il interprétait cela comme une nouvelle raison de se méfier de moi. Mais je ne pouvais rien lui dire de tout cela, sans lui faire porter un fardeau qui n'appartenait qu'aux adultes. Ton père fait des choix dictés par la peur, ai-je répondu. Cette peur ne vient pas de toi, et ce n'est pas à toi de la réparer pour lui. Le lendemain matin, j'ai appelé Joanne Keane, une avocate spécialisée en droit de la famille, dont le cabinet avait examiné des contrats pour l'un de mes clients. Je ne lui ai pas demandé comment punir Colin. Je lui ai demandé ce que je pouvais protéger légalement, avant que ses soupçons ne se transforment en une action contre Evie. Joanne m'a reçu dans une salle de conférence, 2 jours plus tard. J'avais apporté la copie du rapport trouvé dans le placard commun, les relevés de compte du foyer à nos 2 noms, et une chronologie écrite de ce que Colin m'avait dit. J'avais laissé intacte sa mallette, son téléphone, les dossiers de son bureau, et ses comptes personnels. Joanne a lu la page du laboratoire 2 fois. Ceci ne met fin à rien, a-t-elle déclaré. Colin est toujours le père légal d'Evie. Il ne peut pas agiter un test fait à la maison, purement informatif, devant l'école, la compagnie d'assurance ou un juge, et effacer la garde ou la pension alimentaire. Il est écrit 0%. Il est écrit que ces 2 échantillons soumis ont été déclarés incompatibles. Cela ne prouve ni qui les a fournis, ni comment ils ont été prélevés, ni si les antécédents médicaux corrects ont été pris en compte. J'ai pointé du doigt le numéro de prélèvement sanguin. Son échantillon provient d'un bilan de santé pour cadre. Et celui d'Evie. Il lui a dit que c'était un test d'ancêtre. La bouche de Joanne s'est crispée. Demandez-lui une fois, par écrit, d'accepter un test correctement supervisé. Gardez un ton calme dans votre demande. Ne l'accusez pas de fraude, et ne discutez pas de cela avec Evie, au-delà de ce qui est nécessaire pour sa sécurité. J'ai envoyé le message à Colin depuis mon adresse email professionnelle, pour qu'il n'y ait aucune dispute sur la formulation. J'ai proposé un établissement indépendant choisi par nos avocats, des identités vérifiées, des divulgations médicales complètes, et une chaîne de traçabilité formelle. J'ai également proposé de placer le coût du test sur un compte séquestre, jusqu'à l'obtention des résultats définitifs. Sa réponse est arrivée 43 minutes plus tard. Il n'y a aucune raison légitime de refaire un test déjà concluant. Je ne participerai pas à une tentative de fabriquer un résultat différent. Joanne a versé son refus au dossier, sans commentaire. Grâce à une recommandation de son cabinet, j'ai trouvé le docteur Priya Garner, une conseillère en génétique qui travaillait avec un laboratoire de génétique médico-légal accrédité. Notre première consultation s'est déroulée par vidéo. Je m'attendais à ce qu'elle commence par des questions sur les dates, les traitements de fertilité, ou le pourcentage imprimé sur le rapport. Au lieu de cela, elle a demandé, Colin a-t-il déjà reçu une transfusion sanguine, une greffe de moelle osseuse, ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques? Ces mots m'ont ramené au bras bandé de Colin, et à la question effrayée d'Evie. Ton oncle Nolan m'a donné du sang neuf, il y a très longtemps. Il a reçu des cellules souches de son frère quand il avait 21 ans, ai-je répondu. Nolan était le donneur. Le docteur Garner s'est penché vers son écran.
Cela a-t-il été divulgué au laboratoire? Je ne sais pas. J'ai ouvert le formulaire de demande que j'avais trouvé avec les papiers d'assurance. La section médicale comportait des cases pour les antécédents de transfusion, de greffe et de donneurs connus. La case intitulée « Greffe de cellules souches hématopoïétiques » était vide. J'ai ressenti la première véritable montée d'espoir, depuis la découverte du rapport. Mais le docteur Garner m'a arrêté, avant que je ne puisse transformer cette possibilité en certitude. Cela ne prouve pas que la conclusion est fausse, a-t-elle prévenu. Cela signifie que l'échantillon pourrait ne pas répondre à la question à laquelle Colin pense qu'il a répondu. Parce que le sang pourrait appartenir à Nolan. Pas au sens ordinaire. Après une greffe de cellules souches allogéniques. Les cellules sanguines peuvent porter le profil génétique du donneur. Un échantillon de sang peut donc refléter l'ADN dérivé du donneur, plutôt que le profil germinal original du receveur. J'ai regardé à nouveau le 0 sur le rapport. Donc, Colin a peut-être comparé Evie à son frère. Il a peut-être comparé Evie à un profil sanguin, influencé par les cellules données par son frère. Nous aurions besoin des dossiers de la greffe, des données originales du laboratoire, et d'échantillons de comparaison soigneusement sélectionnés, avant de tirer une conclusion. Elle a recommandé une consultation en personne avec Colin, moi-même, Evie, et les dossiers médicaux de sa greffe. Le laboratoire déciderait ensuite quels échantillons seraient appropriés. Elle refusait de promettre que des cheveux, de la salive, ou toute autre source unique résoudrait tout, sans avoir examiné les antécédents. Cette prudence m'a incité à lui faire bien plus confiance, qu'au rapport que Colin avait accepté sans poser de questions. J'ai programmé la consultation pour le vendredi 25 septembre à 13h30. L'école d'Evie finissait plus tôt ce jour-là, en raison d'une journée de formation des enseignants, et mon bureau se trouvait à moins d'1 mile de la clinique. Je prévoyais d'aller la chercher à la sortie des classes, de lui offrir un déjeuner, et de lui expliquer simplement qu'un médecin devait corriger un malentendu d'adulte. J'ai envoyé les détails du rendez-vous à Colin, en lui demandant d'autoriser la divulgation de ses dossiers de greffe. Il n'a pas répondu. Pendant que je patientais, un débit d'hôtel est apparu sur notre carte de crédit commune. L'établissement se trouvait près de Charlottesville. Colin m'avait pourtant dit qu'il participait à un dîner d'affaires tardif à Richmond, ce soir-là. Lorsque je l'ai interrogé sur cette dépense, il a prétendu que Belden avait dû utiliser la mauvaise carte d'entreprise. Le lendemain matin, la facture détaillée de l'hôtel est apparue sous la ligne de débit, sur le portail en ligne de notre carte commune. Le même compte que j'utilisais pour rapprocher nos frais de voyage familiaux. La réservation était au nom de Colin. Le champ du deuxième client indiquait la Céleste Rowan. J'étais encore en train de la fixer, quand mon téléphone a vibré. C'était un message provenant d'un numéro que je n'avais jamais enregistré. Traîner un enfant dans un autre test ne sauvera pas ton mariage. Colin et moi essayons de construire notre avenir. Arrête d'utiliser Evie pour retarder ce que tu sais déjà. J'ai lu le message une fois. Ensuite, j'ai pris des captures d'écran montrant le numéro, la date, et l'intégralité du fil de discussion. Je les ai envoyés à Joanne, avant de répondre. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait un autre test. L'indicateur de saisie est apparu, a disparu, et n'est pas revenu. 6 minutes plus tard, Colin m'a appelé. Que as-tu dit à Céleste? Je lui ai demandé comment elle était au courant de la consultation. Elle est au courant parce que je le lui ai dit. Tu as parlé du rendez-vous médical privé de notre fille à l'un de tes fournisseurs? Elle n'est pas seulement un fournisseur. Le reçu de l'hôtel avait déjà répondu à cette question, mais l'entendre arracher son dernier masque faisait toujours mal. Depuis combien de temps? Ça n'a rien à voir avec le résultat de paternité. C'est très pertinent pour savoir pourquoi elle a choisi ce laboratoire. Pourquoi elle sait quel échantillon tu as fourni. Et pourquoi elle me met en garde de ne pas le vérifier. Tu essaies de la faire passer pour la méchante, parce que tu ne peux pas expliquer le rapport. J'ai une explication qui mérite d'être examinée. Son silence a changé. Ce n'était pas de l'incertitude. C'était du calcul. Tu vas annuler ce rendez-vous, a-t-il ordonné. Non, ai-je rétorqué. Tu n'emmèneras pas Evie dans un autre laboratoire pour sauver ton histoire. J'emmène notre fille chez un professionnel qualifié, parce que tu as transformé un rapport non vérifié en une excuse pour la rejeter. Il a mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, Joanne a envoyé des demandes officielles de conservation pour les communications avec le laboratoire,
les relevés financiers conjoints, et les données électroniques pertinentes. Elle a également entamé la procédure habituelle de divulgation financière, requise si Colin avait l'intention de se séparer. Je n'ai pas vidé les comptes, dissimulé des revenus, ou déplacé l'argent commun. J'ai transféré mon salaire exactement comme je l'avais toujours fait, et j'ai documenté chaque dépense du foyer. 3 soirs plus tard, Colin est rentré à la maison, avec un projet de proposition de séparation. Il l'a posé sur la table de la cuisine, comme s'il présentait des conditions à un sous-traitant incompétent. Il voulait la maison, le compte de courtage conjoint, et continuer à utiliser son véhicule de fonction. En retour, il proposait que je conserve mon entreprise Bennett Record & Compliance, et que j'assume la majeure partie des dépenses quotidiennes d'Evie, jusqu'à ce que la question de la paternité soit résolue. Tu as rédigé ça avec Céleste, ai-je affirmé. Je l'ai rédigé avec quelqu'un qui comprend ce qu'une reconstruction va exiger. J'ai refermé le dossier, sans le signer. Mon avocate te répondra. Tu as plus à perdre en rendant les choses difficiles. Je ne négocie pas l'identité de ma fille, sur la table de la cuisine. Pour la première fois, je réalisais que Colin n'avait pas seulement cru à un résultat. Il avait commencé à construire une nouvelle vie par-dessus. Et Céleste connaissait chaque pièce de cette nouvelle structure. Le lendemain matin, le docteur Garner m'a envoyé un court email. Elle confirmait la consultation, et listait les dossiers dont elle avait encore besoin. Je n'ai relu que sa dernière phrase, à 2 reprises. Tant que nous ne savons pas à qui appartenait l'ADN contenu dans ce sang, personne ne devrait utiliser ce rapport pour prendre une décision concernant cet enfant. La prochaine ville sur l'itinéraire de Colin était Phoenix. Evie a passé 3 soirées à s'y préparer. Elle a appris que PHX s'appelait autrefois Sky Harbor, bien avant que l'aviation commerciale ne devienne banale. Elle a lu des articles sur le désert de Sonora, mémorisé les noms de 2 espèces de cactus, et vérifié le score des Diamondbacks, même si le baseball ne l'intéressait pas. Le soir du retour de Colin, elle a tracé une nouvelle ligne rouge vif à travers l'Arizona, et a attendu près de la carte, sa fiche Bristol cachée derrière son dos. « Est-ce que je peux te faire mon compte-rendu d'arrivée avant le dîner ?» a-t-elle demandé. Ça dure exactement 2 minutes et 40 secondes. Colin a posé ses clés sur le comptoir, mais n'a pas retiré sa veste. À quoi c'est censé rimer? Son sourire a vacillé. C'est notre jeu, il m'a regardé, au lieu de la regarder. Tu te sers d'Evie pour me prouver quelque chose, maintenant? Je ne lui ai rien demandé de préparer. Soudainement, elle connaît tous les aéroports que je visite, toutes les équipes dont je parle, et tous les détails sur les villes où je travaille. Tu t'attends à ce que je croie que c'est accidentel? La main d'Evie s'est crispée autour de sa fiche. C'est toi qui m'as appris les codes d'aéroport. C'était avant. Il s'est arrêté, mais la phrase inachevée avait déjà fait ses dégâts. Avant le rapport. Avant qu'il ne décide que chaque centre d'intérêt partagé pouvait être une preuve de tromperie. Je me suis interposé entre eux, sans élever la voix. Evie, va ranger ta fiche avec les autres. Je monte dans 1 minute. Elle n'a pas bougé tout de suite. Tu veux l'entendre, ou pas, papa? Colin a jeté un coup d'œil vers son bureau. Pas ce soir. Evie a plié sa fiche en 2, et a monté les escaliers. J'ai attendu que la porte de sa chambre se ferme. Elle a appris ton langage parce qu'elle t'aime, pas parce que je lui ai appris à me refléter en toi. Tu punis une enfant de 11 ans, de te rappeler les années où tu as choisi d'être son père. Je n'ai pas choisi ces faits. Non, tu as choisi la première explication qui te permettait d'arrêter de te poser des questions. Il a emporté ses clés dans son bureau, et a fermé la porte. J'ai trouvé Evie assise au bord de son lit, la fiche de Phoenix ouverte sur ses genoux. La pliure traversait le mot « réussite ». Papa croit que tu m'as obligé à le faire, a-t-elle murmuré. Je ne t'ai pas obligé, et il le sait très bien. Alors pourquoi chaque chose que j'apprends le met-il en colère? Je me suis assise à ses côtés. Parce qu'il te regarde à travers le prisme de ce qui l'effraie. C'est son échec, pas le tien. Elle a suivi les lettres PHX du bout de l'ongle. Si le vrai test dit que je suis à lui, voudra-t-il à nouveau de moi? J'aurais voulu lui promettre que la vérité restaurerait ce que la peur lui avait pris. J'aurais voulu lui dire que Colin verrait le résultat, se souviendrait de chaque appel de l'aéroport et de chaque carte tracée avant le coucher, pour redevenir l'homme qu'elle attendait toujours. Mais j'avais déjà passé trop de temps à traduire ses choix en des intentions plus nobles. Je ne sais pas ce que ton père choisira, ai-je avoué.
Ce que je sais, c'est que tu seras toujours aimé. Et je sais que tu n'auras jamais à devenir la copie de qui que ce soit, pour le mériter. Elle s'est appuyée contre mon épaule, mais elle n'avait pas l'air rassurée. Dans son esprit, la consultation était devenue bien plus qu'un rendez-vous médical. Elle croyait qu'il s'agissait de l'examen final d'un cours auquel elle n'avait jamais accepté de s'inscrire. Le rendez-vous tombait un vendredi. Ce jour-là, son école fermait à 11h15, pour une journée de travail des enseignants. Lors des journées écourtées, Evie parcourait généralement à pied les 6/10 de mile, qui séparaient l'école de mon bureau. Elle avait déjà fait ce trajet 6 fois, en empruntant toujours les 2 passages piétons avec feu de signalisation sur Grove Avenue. Elle m'envoyait un SMS en quittant les grilles de l'école, ma réceptionniste guettait son arrivée par la vitrine, et je l'accueillais avec un déjeuner qui l'attendait dans la salle de conférence. Pour ce 25 septembre, j'avais prévu la même routine. Nous mangerions à mon bureau, partirions à 12h45, et arriverions à la clinique du docteur Garner bien avant la consultation de 13h30. J'avais envoyé le planning à Colin via le calendrier familial partagé, et mis Johan en copie sur l'avis officiel. Il n'a pas répondu ce jour-là. 2 soirs plus tard, j'ai assisté à un événement communautaire organisé par Belden Commercial. Mon entreprise, Bennett Record, gérait l'archivage de la conformité pour l'un de leurs partenaires en construction. Colin se trouvait de l'autre côté de la cour, coordonnant les fournisseurs, lorsqu'un ingénieur de chantier s'est approché de lui, pour un problème de transport. Mon camion est bloqué derrière l'équipement de la scène, a expliqué l'homme. Est-ce que je peux utiliser un des véhicules de fonction pour aller à l'entrepôt? Colin a ouvert l'application de la flotte sur son téléphone. Tu es toujours approuvé comme conducteur fournisseur temporaire jusqu'à la fin du mois. Colin a sélectionné un véhicule, et a généré un code. SUV argenté numéro 417. Le code d'accès expire à 18h. Ne laisse personne d'autre le conduire, l'autorisation est enregistrée sous mes identifiants. L'échange a duré moins d'1 minute. Cela n'aurait rien signifié pour moi à ce moment-là, si Colin n'avait pas répété le numéro du véhicule, lorsque l'ingénieur l'a remercié. 417, a-t-il dit. Ramène-le sur le parking de Belden. J'ai regardé le SUV sortir par le portail de service, puis je suis retourné à la table de mon client. C'était simplement une facette du travail de Colin, un autre système qu'il maîtrisait assez bien pour l'utiliser sans réfléchir. La semaine suivante, Johan m'a appelé après avoir examiné les registres publics liés à Helix Bridge. Il y a un privilège financier lié aux actifs de l'entreprise, a-t-elle annoncé. Cela ne prouve pas qu'il y a fraude, mais ça confirme qu'Helix Bridge supporte une dette relais substantielle. Substantielle comment, ai-je demandé. Environ 1,3 à 1,5 million d'euros, d'après les documents déposés. Les registres publics nous disent que la dette existe. Ils ne nous donnent pas les échéances privées du prêteur, ni ce que Céleste a promis en retour. Céleste a besoin de l'argent de Colin. Peut-être. Ne transformez pas une dette en preuve. Un prêteur peut exiger un garant avec des revenus solides, et une déclaration de patrimoine crédible. Mais nous ne savons toujours pas ce que Colin a promis, signé ou refusé. L'avertissement de Johan m'était familier. Les faits d'abord, l'interprétation ensuite. J'avais bâti mon entreprise sur ce même principe. Et pourtant, vivre au cœur des preuves rendait la retenue d'autant plus difficile. La réponse est venue lors d'une conférence téléphonique concernant la proposition de séparation. Colin y participait depuis son bureau avec son avocat, Martin Hill. Johan et moi étions assis ensemble, à sa table de conférence. Martin a passé en revue les actifs que Colin souhaitait se voir attribuer, notamment la maison et le compte de courtage conjoint. Ensuite, il a ouvert une lettre d'engagement d'un prêteur que je n'avais pas vu auparavant. L'examen a lieu le 1er octobre, a-t-il dit. Helix Bridge a jusqu'au 5 octobre pour fournir des documents de patrimoine mis à jour, et une garantie de 650 000 euros. Ils ont juste besoin de la preuve que j'en ai la capacité, a affirmé Colin. Une preuve exacte, a nuancé Martin. Votre salaire et vos parts actuelles peuvent soutenir une garantie. Mais ce projet de règlement ne fait pas de la maison ou du compte de courtage, votre propriété. Vous pourriez devenir personnellement responsable, avant que le partage des biens ne soit définitif. Ce contrat rendra Helix Bridge rentable. C'est possible. Mais le risque demeure. Colin a balayé l'avertissement avec la même assurance qu'il réservait autrefois au projet qu'il étudiait depuis des mois. Céleste connaît l'entreprise mieux que quiconque.
Cet examen n'est qu'un obstacle temporaire. J'ai compris à cet instant qu'il se préparait à miser ses revenus et son patrimoine sur un avenir avec Céleste, avant même que notre mariage ne soit légalement dissous. Il utilisait le projet de partage des biens pour donner à cet avenir une apparence de sécurité qui n'existait pas. Joanne a effleuré mon poignet sous la table, me rappelant de ne pas réagir. J'ai laissé Colin terminer. À la fin de l'appel, elle a dit, son avocat lui a donné un conseil compétent devant témoin. Ce qu'il choisit d'en faire, relève de sa propre responsabilité. De retour à la maison, j'ai trouvé Evie debout sur une chaise à côté de la carte murale. Elle avait ajouté une petite punaise blanche, près de la clinique du docteur Garner. En dessous, elle avait scotché une étiquette manuscrite, 13h30. Dire la vérité. Tu sais que ce rendez-vous n'est pas un procès, lui ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu. Et aucun résultat ne décidera si ta place est avec moi. Je sais ça aussi. Elle est descendue de la chaise, et a regardé les lignes de voyage de Colin. Je veux juste que tout le monde ait la même vérité. Le soir du 24 septembre, Colin m'a finalement envoyé un email. Il confirmait qu'il n'assisterait pas à la consultation. Il refusait de divulguer volontairement ses dossiers de greffe, mais écrivait qu'il accepterait un test génétique supervisé par le tribunal, si cela devenait nécessaire. J'ai transmis son message à Joanne, et en ai imprimé une copie pour le dossier du rendez-vous. Evie est entrée dans mon bureau, son sac à dos à la main. Elle avait préparé un sandwich, son cahier de géographie, et la fiche de Phoenix que Colin avait refusé d'écouter. « Tu crois que le docteur Garner saura, demain ?» a-t-elle demandé. Elle saura peut-être ce qui doit se passer ensuite. Ce n'est pas toujours la même chose qu'avoir une réponse immédiate. Evie a observé la punaise de la clinique sur la carte, puis s'est tournée vers moi, avec une peur qu'aucun enfant ne devrait avoir à formuler. Et si la vérité est là, et qu'il ne me choisit toujours pas? Je n'ai pas répondu à la question d'Evie par une autre promesse concernant Colin. Je l'ai serré contre moi, et je lui ai dit la seule vérité que je pouvais garantir. Quoi que ce rendez-vous montre, tu rentreras à la maison avec moi. Aucune page d'un laboratoire n'a le pouvoir de décider si tu es désiré. Le lendemain matin, elle a laissé sa fiche sur Phoenix sur le comptoir de la cuisine. Elle a préféré emporter son cahier de géographie, ainsi que son sandwich à la dinde, et le dossier que le docteur Garner nous avait demandé d'apporter. Colin était déjà parti au travail. À 11h14, j'ai envoyé un message à Evie depuis mon bureau. Envoie-moi un message quand tu sors de l'école. Reste sur Grove Avenue, et utilise bien les deux feux. Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Je pars maintenant. 12 minutes. Je connais le chemin, maman. Le ciel de septembre était dégagé. Il n'y avait ni pluie, ni brouillard, ni route glissante pour rendre la traversée exceptionnellement dangereuse. J'ai déposé le déjeuner d'Evie sur la petite table de conférence, et j'ai vérifié une dernière fois le dossier de la clinique. Son école se trouvait à 6/10 de mile. Elle avait fait ce trajet 6 fois lors de précédentes journées écourtées, en restant toujours sur le trottoir principal, et en ne traversant que lorsque les feux changeaient. À 11h28, ma réceptionniste a regardé vers les fenêtres de devant. Evie a d'habitude un peu d'avance, a-t-elle fait remarquer. J'ai souri machinalement, et j'ai envoyé un autre message. Es-tu bientôt là? Le message est apparu comme distribué, mais non lu. À 11h31, je l'ai appelé. Le téléphone a sonné, jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Je me suis dit qu'elle s'était arrêtée pour refaire ses lacets, ou pour aider un autre élève. À 11h34, j'ai rappelé. À 11h43, le nom d'Evie est apparu sur mon écran. J'ai décroché, le soulagement s'entendant déjà dans ma voix. Ma chérie, où es-tu? La voix d'un homme que je ne connaissais pas, m'a répondu. Est-ce que c'est la mère d'Evie? L'écran de verrouillage indique que vous êtes le contact d'urgence. Mon corps a compris, avant mon esprit. La salle de conférence a semblé basculer sous mes pieds. Oui. C'est sa mère. Je m'appelle Daniel. Votre fille a été percutée par une voiture, au passage piéton près de Grove et Belmont. L'ambulance vient d'arriver. Elle respire, mais elle est blessée. J'ai agrippé le bord de la table. Laissez-moi lui parler. Elle ne nous répond pas. Les ambulanciers s'occupent d'elle. Le dossier de la clinique a glissé de ma main. Des papiers se sont éparpillés sur la moquette,
y compris la confirmation de consultation marquée pour 13h30. Je ne me souviens pas avoir pris mon sac. C'est ma réceptionniste qui a conduit, parce que mes mains tremblaient trop pour tenir mes clés. Au moment où nous avons atteint l'intersection, la police avait bloqué la voie la plus proche, et l'ambulance était déjà partie. Un officier nous a arrêtés, avant même que je puisse sortir de la voiture. Il l'emmène au centre médical VCU, a-t-il dit. Allez-y directement. Nous vous parlerons après que les médecins l'aient évalué. Qu'est-ce qu'il a percuté? Un SUV argenté. Il a pris la fuite. Est-ce que quelqu'un a vu le conducteur? Nous recueillons des déclarations en ce moment. J'aurais voulu lui arracher plus de réponses, mais chaque seconde passée sur ce trottoir était une seconde de plus loin d'Evie. Ma réceptionniste a dirigé la voiture vers l'hôpital, pendant que j'appelais Colin. Il a décroché à la 4e sonnerie. Evie a été percutée par une voiture, ai-je lâché. Il l'emmène au VCU. Pendant plusieurs secondes, je n'ai entendu que sa respiration. Est-elle consciente? Non, ai-je répondu. Ils n'ont pas réussi à la réveiller. J'arrive, a-t-il dit. Les urgences avaient déjà emmené Evie faire des examens d'imagerie, lorsque je suis arrivé. Une infirmière m'a conduite dans une salle de consultation, et m'a posé des questions que j'arrivais à peine à traiter. Allergie? Médicaments? Opérations antérieures? À quand remontait son dernier repas? À 12h09, un chirurgien traumatologue est entré, avec des scans sur une tablette. Votre fille a une hémorragie interne, causée par une déchirure dans le tissu qui soutient une partie de son intestin, a-t-il annoncé. Il y a également une lésion à l'intestin grêle. Elle doit être opérée immédiatement. Les mots se sont séparés les uns des autres, dans ma tête. Hémorragie interne. Opération. Immédiatement. Il a expliqué qu'Evie avait également une fracture pelvienne stable, qui ne nécessiterait probablement pas d'intervention. Le danger immédiat se situait à l'intérieur de son abdomen. J'ai signé le formulaire de consentement à 12h18. Une infirmière a placé ma main sur l'épaule d'Evie, pendant seulement quelques secondes, avant qu'il ne la déplace vers le bloc opératoire. Son visage paraissait bien trop petit, au-dessus de la couverture d'hôpital. Je suis là, lui ai-je dit, même si je ne savais pas si elle pouvait m'entendre. Tu ne traverses pas ça toute seule. Les portes du bloc opératoire se sont refermées, à 12h34. Colin est arrivé 20 minutes plus tard, sa cravate desserrée et le visage livide. L'espace d'un bref instant, j'ai vu le père dont Evie se souvenait. Il a pressé ses deux mains contre sa nuque, et a posé la même question 3 fois. Était-elle réveillée? A-t-elle dit quelque chose? Savait-elle que tu étais là? Non. Ils l'ont emmené directement en salle d'opération. Il s'est assis à côté de moi, et a fixé les portes closes. Lorsque l'inspectrice Andrea Moral est venue recueillir les premières informations, Colin s'est levé si brusquement que sa chaise a crissé sur le sol. A-t-elle identifié le conducteur, a-t-il demandé. L'inspectrice Moral nous a regardés tous les deux. Votre fille n'était pas en état de faire une déclaration. Des témoins ont décrit un SUV argenté quittant l'intersection. Nous vérifions les caméras de circulation et les commerces environnants. Quel type de SUV? Nous sommes encore en train de confirmer le véhicule. À l'époque, la question de Colin ne m'a pas semblé étrange. Je voulais la même réponse. Je voulais une plaque d'immatriculation, un visage, et la raison pour laquelle quelqu'un avait abandonné une enfant blessée sur la route. L'inspectrice Moral m'a posé des questions sur le trajet d'Evie, et pourquoi elle marchait. J'ai expliqué notre routine pour les jours où l'école finissait tôt, et j'ai mentionné le rendez-vous. Elle a noté l'adresse du docteur Garner, mais n'a pas demandé de quel type de consultation il s'agissait. Après son départ, le téléphone de Colin s'est mis à vibrer. Il a ignoré les 2 premiers appels. Au 3e, il s'est éloigné de quelques pas. Bien que la salle d'attente soit calme, sa voix portait assez pour que je l'entende. Une colonne de parking, a-t-il demandé. À quel point est-ce endommagé? Je me suis tourné vers lui. Il a baissé la voix. Ne signalez rien pour l'instant. Laissez-moi voir ce qui peut être réglé en interne. Lorsqu'il est revenu, j'ai demandé qui avait appelé. Céleste, a-t-il répondu. Le nom s'est introduit dans la salle d'attente, comme une substance toxique. Que s'est-il passé? Elle dit qu'un de ses créanciers l'a coincé dans un parking.
Elle a paniqué en reculant, et a percuté une colonne en béton. Ses vêtements ont été déchirés pendant l'altercation, et le véhicule est endommagé. Quel véhicule, ai-je demandé. Une voiture de fonction de Belden. Mon attention s'est reportée sur les portes de la salle d'opération. Alors elle devrait signaler le créancier, et la collision. Elle a peur que le prêteur n'utilise ça contre son entreprise. Notre fille est en salle d'opération parce que quelqu'un a pris la fuite après l'avoir percutée. Ce n'est pas le moment d'aider Céleste à dissimuler un véhicule endommagé. Je ne dissimule rien. J'empêche un problème de fournisseur de devenir un scandale public avant de savoir ce qui s'est réellement passé. Il a ouvert son ordinateur portable, sur la chaise à côté de lui. Je l'ai regardé se connecter au système de gestion de la flotte, marquer un véhicule comme en attente d'entretien, et passer un bref appel pour organiser un remorquage externe. Je n'ai pas vu le numéro de la flotte. J'ai seulement vu Colin accorder plus d'attention à la voiture endommagée de Céleste, qu'il ne l'avait fait pour la consultation qui aurait pu sauver sa relation avec sa fille. À 15h22, le chirurgien est revenu. Evie avait eu besoin d'une réparation sur la section blessée de l'intestin, et d'un contrôle de l'hémorragie provenant de la déchirure mésentérique. L'opération s'était déroulée comme prévu. Elle avait perdu une quantité importante de sang, mais elle était stable. J'ai commencé à pleurer avant même qu'il ne finisse de parler. Elle n'est pas encore tirée d'affaire, a-t-il prévenu. Nous la transférons en soins intensifs pédiatriques. Les prochaines heures seront déterminantes. Ils l'ont transférée vers 16h. Des tubes et des fils de moniteur l'entouraient, et les médicaments la maintenaient dans un profond sommeil. Je me suis assise près du lit, et j'ai tenu la partie de sa main qui n'était pas recouverte par le ruban adhésif. Colin se tenait près de la fenêtre, répondant à des messages. Céleste a appelé de nouveau. Puis encore. À 16h52, il m'a annoncé que Céleste était terrifiée, coincée dans des vêtements déchirés, et tremblante parce qu'elle n'avait pas mangé. Je lui ai dit de lui dire d'appeler la police. Evie venait tout juste de survivre à une opération d'urgence. Son téléphone a vibré une fois de plus. Il a pris ses clés, et je l'ai suivi jusqu'aux ascenseurs. Je lui ai demandé, une seule fois, de ne pas partir. Il a répété l'histoire du créancier, et m'a regardé sans l'ombre d'une excuse. Elle a des médecins, a-t-il dit. Ma maîtresse a plus besoin de moi. À 17h08, l'ascenseur l'a emporté. Je suis retourné auprès d'Evie, et je me suis assise près de son lit. Je ne l'ai pas poursuivi, je ne l'ai pas rappelé, ni ne lui ai demandé de reconsidérer son choix. Un choix fait uniquement après des supplications, n'aurait pas été le choix que ma fille méritait. À 17h47, mon téléphone a affiché une alerte de notre carte de crédit commune. Lark & Finch, boutique. 1286 €. Pendant qu'Evie gisait inconsciente sous une couverture chauffante, Colin achetait de nouveaux vêtements à Céleste. À 19h18, une autre dépense est apparue sur notre compte commun. Calder House Steakroom. Colin n'était pas parti pour aider Céleste à déposer un rapport de police, ou lui organiser un trajet pour rentrer chez elle. Il lui avait acheté pour plus de 1000 € de vêtements, et l'avait emmené dans l'un des restaurants les plus chers de Richmond. Le tout, pendant qu'Evie restait inconsciente, en soins intensifs pédiatriques. J'ai fait des captures d'écran des deux transactions, et je les ai transférées à Joanne. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre la table, et j'ai repris la main d'Evie. Pendant qu'une infirmière vérifiait son pansement, ajustait la couverture chauffante, et m'expliquait que la sédation serait réduite progressivement. Colin est revenu à 21h06. Avec un tampon de voiturier sur la main, un reçu de chez Lark & Finch dans la poche de son manteau, et l'odeur fumée de Calder House sur sa chemise. Quand il a essayé de justifier son absence en disant qu'Evie était de toute façon inconsciente, je lui ai répondu que son incapacité à le regarder partir, ne rendait pas son abandon moins grave. À 21h18, Evie s'est réveillée par étapes. Elle a répondu aux questions de l'infirmière, a trouvé mon visage, puis a remarqué Colin debout au-delà du lit. L'espoir qui s'est dessiné sur son visage n'a duré qu'une seconde. Elle m'a demandé si elle était une enfant non désirée, et je lui ai dit qu'elle serait toujours celle que je choisirais. À 21h27, avant que Colin ne puisse formuler sa propre réponse, la porte s'est ouverte. L'inspectrice morale est entrée avec un autre inspecteur, et un superviseur de la sécurité de l'hôpital. Tous trois sont restés près de la porte, jusqu'à ce que l'infirmière confirme qu'Evie était suffisamment stable pour que des adultes parlent doucement dans la pièce.
Moral a regardé directement Colin. Monsieur Bennett, nous devons vous parler d'un SUV utilitaire Belden argenté. Le véhicule de flotte numéro 417. Toute trace d'irritation a disparu de son visage. Le véhicule 417, a-t-il répété. La caméra d'un bus scolaire nous a donné le logo Belden, et suffisamment d'éléments de la plaque d'immatriculation pour contacter le gestionnaire de flotte de l'entreprise, a-t-elle expliqué. Ces vérifications préliminaires correspondent au véhicule 417. Vos identifiants ont généré un code d'accès temporaire à 10h52 ce matin. Et à 11h36, ce même véhicule a percuté votre fille, à l'angle de Grove et Belmont. Colin a agrippé le dossier de la chaise visiteur. Ce n'est pas possible. Avez-vous autorisé quelqu'un à l'utiliser? Il m'a jeté un bref regard avant de répondre. Céleste Rowan. Elle est un fournisseur approuvé. L'inspecteur aux côtés de Moral a ouvert un carnet. Quand mademoiselle Rowan a-t-elle rendu le véhicule? Elle a dit qu'elle l'avait laissé dans le garage Franklin, avant 11 heures. Ce n'était pas ce qu'il m'avait raconté pendant l'opération Davy. Il m'avait dit que Céleste avait percuté une colonne en béton, en fuyant un créancier. Il avait utilisé son ordinateur portable pour marquer le véhicule endommagé en attente de maintenance, et avait organisé un remorquage externe. Et maintenant, après avoir appris que ce même véhicule avait percuté notre fille, il décrivait qu'il avait été volé dans un garage. Moral ne l'a pas immédiatement contredit. Quand a-t-elle signalé le vol? Ce soir. Elle était terrifiée et confuse. A-t-elle contacté la sécurité de Belden ou les forces de l'ordre? J'ai rempli le rapport d'incident de l'entreprise pour elle. À quelle heure? A demandé Moral. Il faudrait que je vérifie. Je vous prie de ne rien supprimer ni modifier en vérifiant. La voix de Moral est restée maîtrisée. Nous aurons besoin de votre téléphone, de votre ordinateur portable, des communications de la flotte, ainsi que de l'email ou du message d'origine, par lequel mademoiselle Rowan a signalé le vol du véhicule. La main de Colin a glissé vers la poche de son manteau. Moral a levé une main. Ne contactez pas mademoiselle Rowan pour accorder vos versions. Ne lui dites pas ce que nous vous avons demandé. Et ne donnez l'ordre à personne chez Belden, de modifier ou de supprimer les registres de la flotte. Vous nous traitez comme des suspects, parce qu'un véhicule de l'entreprise a été volé. Nous préservons des preuves dans une affaire grave de délit de fuite, impliquant une enfant. Personne n'est en état d'arrestation dans cette pièce. Evie s'est agitée sous sa couverture. Sa respiration a changé, et l'infirmière s'est interposée entre les inspecteurs et le lit. Ça suffit pour le moment, a-t-elle décrété. La patiente a besoin de calme. Moral a remis une carte à Colin, et lui a demandé de rester disponible. Avant de partir, elle m'a regardé. Nous vous contacterons séparément, Madame Bennett. Ne posez pas de questions à Evie sur le conducteur. Laissons l'équipe médicale nous dire quand elle sera prête. Une fois la porte refermée, j'ai transféré à l'inspectrice Moral les 2 alertes de notre carte commune, provenant de l'Arkenfin chez Calderouz. J'ai sauvegardé la confirmation qu'elle les avait bien reçues. Colin a sorti son téléphone, s'est légèrement détourné de moi, et s'est mis à taper des 2 pouces. L'inspectrice Moral t'a interdit de contacter Céleste, lui ai-je rappelé. Je lui dis juste de ne pas paniquer. Tu l'aides à maintenir une histoire, qui a changé au moment même où la police a franchi cette porte. Elle a fait une erreur. Un véhicule volé n'est pas la même chose que de percuter une colonne de garage. Elle était terrifiée, elle n'a peut-être pas compris ce qui s'est passé. Tu en savais assez pour dissimuler les dégâts, avant même de savoir que ce véhicule avait percuté Evie. Maintenant tu le sais, et tu continues à la protéger. Son visage s'est durci. Ne détruis pas 2 entreprises pour une seule erreur. Je l'ai dévisagé, effaré. Notre fille a été ouverte en 2, à cause de cette erreur. Belden emploie des centaines de personnes. Helix Bridge coordonne les soins pour des familles qui en ont besoin. Si tu transformes ça en une accusation publique avant que les faits ne soient clairs. La police a amené les faits dans cette pièce. Tes identifiants ont libéré le véhicule. Céleste l'avait. Tu as aidé à le déplacer en dehors du système habituel, et maintenant, tu sers une autre version aux enquêteurs. Evie a émis un petit bruit effrayé derrière nous. Ses yeux étaient de nouveau ouverts, mais elle ne regardait aucun de nous deux. La dispute avait crispé tout son corps autour de la douleur dans son abdomen. J'ai appuyé sur le bouton d'appel.
Quand l'infirmière est arrivée, j'ai demandé à parler à l'extérieur. L'infirmière en chef et le superviseur de la sécurité de l'hôpital m'ont rejointe dans le couloir. Je n'ai pas exigé que l'hôpital annule les droits parentaux de Colin. J'ai expliqué que la police avait relié un véhicule qu'il avait autorisé, aux blessures d'Evie. Qu'il se disputait à côté de son lit, et que sa détresse affectait son rétablissement. L'hôpital lui a imposé une restriction temporaire de visite, dans l'attente d'un examen de sécurité. Il pouvait recevoir des mises à jour médicales puisqu'il restait le père légal d'Evie, mais il ne pouvait pas retourner au chevet de notre fille cette nuit-là. Colin a qualifié la restriction de vindicative. Je l'ai regardé se faire escorter par la sécurité vers les ascenseurs, sans lui répondre. Le lendemain matin, Joanne est arrivée avant 8 heures, avec un bloc-notes juridique et un gobelet de café en carton que je n'ai jamais ouvert. Elle avait déjà commencé à préparer une requête d'urgence pour obtenir la garde temporaire, et des visites supervisées. Ce n'est pas une décision de garde définitive, a-t-elle averti. Nous demandons au tribunal de protéger Evie, pendant que l'enquête se développe. Déposez-la, ai-je dit. Et la date de séparation? J'ai regardé à travers la vitre ma fille, endormie sous une pâle couverture d'hôpital. Le 26 septembre, ai-je répondu. Hier était le dernier jour de notre mariage. Même s'il faut encore un an au tribunal pour le rendre officiel. Lorsqu'Evie s'est réveillée à nouveau, sa première question n'a pas porté sur le véhicule ou les inspecteurs. Avons-nous manqué le rendez-vous avec le docteur Garner? Oui, mon cœur, nous l'avons manqué. Ses yeux se sont remplis de larmes avant qu'elle ne détourne le regard. Donc, nous ne savons toujours pas si papa est vraiment mon papa. Je me suis assise près d'elle et j'ai pris sa main. Nous savons qu'il t'a élevé pendant 11 ans. Nous savons ce qu'il a choisi hier. Le reste peut attendre que ton corps soit plus fort. Mon téléphone a sonné avant qu'elle ne puisse répondre. Le nom de l'inspectrice morale s'est affiché à l'écran. Je me suis éloigné juste assez, pour que ma voix ne réveille pas complètement Evie. Belden a terminé la première vérification d'itinéraire depuis son système de flotte, a annoncé Morale. Le véhicule 417 n'est jamais entré dans le garage Franklin hier matin. J'ai regardé à travers la fenêtre la chaise vide de Colin. L'histoire du vol n'avait pas commencé avec une voiture volée. Elle avait commencé par un mensonge. Evie est restée en soins intensifs pédiatriques pendant 36 heures, avant que les médecins ne la transfèrent dans un service de chirurgie classique. Elle a passé 8 jours à l'hôpital en tout. La fracture stable du bassin rendait chaque mouvement douloureux, et l'incision abdominale l'empêchait de s'asseoir sans aide. Elle détestait les exercices respiratoires, redoutait le bruit des chariots roulants, et se réveillait en pleurant chaque fois que des phares balayaient le mur de sa chambre. Elle n'a plus reparlé de Colin pendant ses premiers jours. Je ne lui ai pas demandé si elle avait vu le conducteur. L'inspectrice morale m'avait prévenu que des adultes effrayés pouvaient altérer la mémoire d'un enfant, simplement en répétant la même question. Lorsque le chirurgien d'Evie a donné son accord, un spécialiste des interrogatoires judiciaires l'a rencontré une fois, dans une chambre d'hôpital silencieuse. J'ai observé la scène à travers une vitre, avec Joanne et Morale. Evie se souvenait du véhicule argenté. Elle se souvenait que le bruit du moteur avait augmenté au lieu de ralentir. Elle se souvenait aussi d'une femme criant par une fenêtre ouverte, quelques instants avant l'impact. La voix ressemblait à quelqu'un que je connaissais, a-t-elle dit. Mais je n'ai pas pu voir son visage. L'interrogateur n'a pas demandé à Evie de deviner de qui il s'agissait. Morale m'a expliqué plus tard, que ce souvenir pourrait aider à orienter l'enquête, mais qu'il ne serait pas traité comme une preuve formelle de l'identité du conducteur. Cette retenue comptait beaucoup pour moi. On avait déjà fait sentir à Evie qu'elle était responsable de prouver qui était son père. Je ne laisserai pas une autre enquête la transformer en la personne responsable de prouver qui l'avait blessée. 3 jours après notre retour à la maison, Morale a demandé à Joanne et moi de la rencontrer au quartier général de la police. Evie est restée avec ma sœur, pendant que je m'asseyais sous les néons, et que je regardais la virée shopping et le dîner se transformer en quelque chose de bien plus sombre qu'une simple trahison. Un bus scolaire circulant derrière le SUV argenté avait capturé une partie de la plaque d'immatriculation et le logo Belden, avant la collision. Les caméras de circulation ont ensuite localisé le véhicule de flotte 417 sur Grove Avenue, près de l'école d'Evie. Les registres télématiques de Belden ont montré que le SUV avait été déverrouillé avec le code temporaire, généré sous les identifiants de Colin. Il avait quitté le parking de l'entreprise, roulé vers l'école,
et s'était arrêté près du trajet qu'Evie empruntait pour rejoindre mon bureau. Il n'est jamais entré dans le garage Franklin. La police l'a retrouvé dans une fourrière indépendante, à près de 20 miles de là. La demande de remorquage avait été organisée via l'ordre de maintenance que Colin avait créé, pendant qu'Evie était au bloc opératoire. Les registres des badges et les caméras extérieures ont ensuite montré Céleste entrant dans une suite de formation privée d'Helix Bridge peu après midi, et y restant jusqu'à ce que Colin vienne la chercher ce soir-là. Expliquant ainsi les heures écoulées entre la collision et la virée shopping, sans que personne n'ait à deviner ce à quoi elle avait pensé. Colin affirme que Céleste lui a dit que le véhicule avait été volé, après qu'elle l'ait laissé dans le garage, ai-je précisé. Morale a tourné une page de son dossier. Sa première note de maintenance mentionne une collision avec une structure en béton. La déclaration de vol a été créée plus tard. Après avoir obtenu un mandat, les enquêteurs ont téléchargé les données de l'enregistreur d'événements du véhicule. Morale a été prudente sur ce que cela pouvait, et ne pouvait pas prouver. Cela ne peut pas identifier le conducteur, a-t-elle expliqué. Cela enregistre ce que le véhicule a fait. Le SUV a accéléré en approchant du passage piéton. Il n'y a eu aucun freinage brusque, avant qu'il ne percute Evie. Le freinage n'a commencé qu'après l'impact. L'airbag du conducteur s'était déployé. Une trace de sang récupérée sur l'airbag correspondait à l'échantillon de référence prélevé sur Céleste sous mandat. La position du siège correspondait également à quelqu'un de sa taille. Bien que Morale ait qualifié cela de preuve complémentaire, plutôt que d'identification formelle. Les captures d'écran de la carte commune que j'avais envoyée à Morale ont permis aux enquêteurs d'obtenir les noms du magasin et du restaurant, avant que les enregistrements ne soient écrasés. La vidéo suivante provenait de chez Lark & Finch. Céleste est entrée dans la boutique à 17h31 ce soir-là. Son poignet gauche était écorché, et elle portait des vêtements recouverts d'un long manteau, malgré le temps clément. Colin est arrivé quelques minutes plus tard. L'enregistrement montrait Céleste choisissant une toute nouvelle tenue, y compris des chaussures. Au comptoir, elle a demandé à la vendeuse de jeter tout ce qu'elle portait en entrant dans le magasin. La boutique avait une politique stricte pour les vêtements qui semblaient contaminés par du sang. Le responsable les avait scellés dans un sac marqué, et placés dans une zone de stockage sécurisée, pour un ramassage de risques biologiques le lendemain matin. La police est arrivée au magasin en premier. Les vêtements portaient le sang de Céleste, des fragments de verre de sécurité, et des résidus correspondant au déploiement d'un airbag. Aucun de ces détails ne suffisait à lui seul. Mais mis bout à bout, il l'a placé à l'intérieur d'un véhicule récemment accidenté, avant que Colin ne l'emmène faire du shopping. Morale a ensuite ouvert les images du restaurant. Calder House avait installé Colin et Céleste à la table 12, à 19h46. Tandis que Colin était assis en face d'elle sous une suspension en laiton, quelqu'un a utilisé le Wi-Fi du restaurant pour envoyer à Belden un rapport de vol, depuis le compte professionnel de Colin. L'email affirmait que Céleste avait laissé le véhicule 417 dans le garage Franklin avant 11h, et avait découvert sa disparition plus tard. Les registres du restaurant, les journaux Wi-Fi et les métadonnées de l'email, les plaçaient tous les deux ensemble au moment où le faux rapport avait été envoyé. La dépense du dîner qui m'avait semblé être une insulte au chevet d'Evie, était aussi un horodatage. Colin a changé d'explication, après que la police lui ait montré les preuves. Il a admis que Céleste avait d'abord déclaré avoir percuté une colonne en béton, en fuyant un créancier menaçant. Il a affirmé l'avoir cru, et avoir inventé l'histoire du vol pour éviter d'entacher la réputation de Belden, en attendant que le véhicule puisse être inspecté en privé. Il prétendait n'avoir jamais su, que le SUV endommagé était celui qui avait percuté Evie. Johan a organisé une rencontre pour que j'entende cette déclaration, lors d'une réunion enregistrée en présence des avocats. Colin était assis en face de moi, avec Martin Hill à ses côtés. J'ai pris une décision terrible, avant de comprendre ce qui s'était passé, a plaidé Colin. Céleste m'a dit qu'elle était menacée. Je croyais circonscrire un problème d'entreprise. Tu as appris à 21h27 que le véhicule 417 avait percuté Evie, ai-je répliqué. Son regard a brièvement fui. Tu as contacté Céleste après que l'inspectrice Morale te l'ait formellement interdit. Tu as répété l'histoire du vol, et tu as demandé aux employés de Belden de ne pas fournir les registres avant le lendemain matin. J'essayais de comprendre ce qu'elle avait fait. Non. Tu essayais de préserver le mensonge, après avoir su qui avait été blessé. Il a regardé Martin, mais son avocat ne l'a pas secouru. Belden a suspendu Colin, dans l'attente d'une enquête interne.
L'entreprise ne l'a pas licencié immédiatement, et la police ne l'a pas arrêté dans la salle de conférence. Les systèmes avançaient plus lentement que la colère, rassemblant les dossiers et séparant la panique de l'intention. Colin a réagi en déposant une requête demandant au tribunal aux affaires familiales de le déchoir de sa paternité légale. Il a joint le rapport de laboratoire d'origine, et a demandé un test génétique supervisé par le tribunal, arguant qu'il ne devrait pas être tenu responsable des futures pensions alimentaires si Evie n'était pas biologiquement sa fille. Le tribunal a nommé un tuteur ad litem pour représenter les intérêts d'Evie. Ce dépôt de requête n'a pas mis fin aux obligations de pension alimentaire de Colin, n'a pas retiré Evie de son assurance, ni effacé 11 ans de paternité légale. Joanne a exigé que tout test utilise un protocole prenant en compte les greffes. Elle a également demandé la garde temporaire pour moi, et des visites supervisées pour Colin, pendant que l'enquête sur le délit de fuite se poursuivait. Quand j'ai expliqué à Evie qu'un avocat avait été nommé uniquement pour la protéger, elle a demandé si cela signifiait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Ça signifie que les adultes sont enfin obligés de prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour toi, l'ai-je rassuré. Colin a continué à forcer la main sur le partage des biens, pendant que la requête en paternité avançait. Il voulait la maison, le compte de courtage avec effet de levier, et le véhicule de direction. Son propre avocat l'a averti par écrit que son salaire, et ses parts nettes actuelles, pourraient suffire pour qu'il signe pour Helix Bridge, mais que le projet de règlement ne prouvait pas que la maison ou le compte de courtage lui appartenait exclusivement. Toute garantie qu'il signerait resterait un risque personnel. Colin a tout de même signé la garantie, avant la date limite de régularisation du 5 octobre fixée par le prêteur. J'ai reconnu que le mariage était terminé. Je n'ai pas accepté de distribuer les biens sans une divulgation complète, une évaluation indépendante, et un accord légal. Je ne lui cacherai pas de dette, mais je n'assumerai pas les obligations qu'il avait choisies pour l'entreprise de Céleste. Vers la fin du mois d'octobre, Joanne a posé 2 dossiers côte à côte sur son bureau. Le premier était le rapport de paternité de Colin. Le second contenait les dossiers médicaux de la greffe de cellules souches que Nolan lui avait donnés, 22 ans plus tôt. Elle a posé un doigt sur la case vide des antécédents médicaux. Il a demandé au tribunal de vérifier s'il est le père d'Evie, a-t-elle dit. Cette fois, le tribunal testera Colin, et non le sang de Nolan. La tutrice ad litem n'a pas approuvé un autre test génétique, simplement parce que Colin le demandait. Elle s'est entretenue en privé avec Evie, a examiné le premier rapport de laboratoire, et a discuté avec le docteur Garner de l'effet des antécédents de greffe de Colin. Sa recommandation n'autorisait le test, que si le processus protégeait Evie de prélèvements répétés, limitait l'accès à ces informations génétiques, et utilisait un laboratoire qualifié pour distinguer le profil génétique original de Colin, des cellules dérivées du donneur présentes dans son sang. Evie m'a demandé si elle devrait retourner à la clinique vers laquelle nous nous dirigions, quand Céleste l'avait percutée. Non, lui ai-je répondu. Cette fois-ci, ce sont les adultes qui viennent à toi avec la bonne procédure. Le prélèvement a eu lieu en décembre, dans un établissement de génétique médico-légale sélectionné par le tribunal. Joanne m'y a représenté. Colin était accompagné de son avocat. La tutrice ad litem est restée présente à chaque étape impliquant Evie. Un technicien a vérifié nos identités, a photographié les kits de prélèvement scellés, et a enregistré chaque transfert. Evie et moi avons fourni des écouvillons buccaux. Nolan est venu séparément et a soumis son propre échantillon, pour que le laboratoire puisse identifier le profil génétique créé par les cellules souches qu'il avait donné à Colin 22 ans plus tôt. Le prélèvement de Colin a nécessité plus de précautions. Le laboratoire ne s'est pas fié à une autre prise de sang. Il a également refusé de considérer un écouvillon buccal ordinaire comme automatiquement fiable, car les cellules du donneur et du receveur peuvent apparaître ensemble après une greffe de cellules souches. Sous supervision, les techniciens ont extrait plusieurs cheveux du cuir chevelu de Colin, avec leurs racines intactes. Le profil buccal de Nolan, et les dossiers préservés de la greffe HLA et du chimérisme, ont aidé le laboratoire à exclure la contamination par les cellules du donneur, et à confirmer que le profil de la racine des cheveux était bien d'origine du receveur. La comparaison de paternité proprement dite, a ensuite utilisé les marqueurs médico-légaux récupérés dans les follicules de Colin, conjointement avec l'échantillon d'Evie et le mien. Les explications ont pris quelques minutes. Attendre les résultats a pris des semaines. Evie est retournée à l'école à temps partiel, avant Noël. Elle utilisait toujours un coussin sous sa ceinture de sécurité, et je ne conduisais par Grove et Belmont qu'en cas d'absolue nécessité. À chaque passage piéton, ses épaules se soulevaient avant même que la voiture ne s'arrête.
Elle ne demandait jamais si le laboratoire avait fini. Au lieu de cela, elle a commencé à retirer les comptes rendus d'arrivée de la carte murale, pour les placer dans une boîte à chaussures. Je ne veux pas les jeter, a-t-elle expliqué. Je ne veux juste pas qu'ils me regardent. Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Le premier rapport avait plané sur notre maison comme un coup près. Même après le départ de Colin, Evie se comportait toujours comme si un examinateur invisible allait surgir, pour lui annoncer qu'elle avait étudié les mauvaises villes. Le nouveau rapport est arrivé en janvier, via le portail sécurisé de Joanne. Elle m'a demandé de venir à son bureau plutôt que de le lire seul. Le docteur Garner nous a rejoints par vidéo. La tutrice ad litem était également présente, car le résultat appartenait au dossier d'Evie, avant même de faire l'objet du débat entre ses parents. Joanne a posé le rapport original d'un côté de la table, et le nouveau rapport de l'autre. Le premier laboratoire a comparé Evie à l'ADN obtenu du sang de Colin, a expliqué le docteur Garner. Ce profil sanguin était compatible avec les cellules dérivées du donneur de Nolan. J'ai regardé le 0 que Colin avait utilisé, pour démanteler notre famille. Donc, le test a exclu Nolan en tant que père d'Evie. En termes pratiques, oui. Il a répondu à la question de savoir si le profil dérivé du donneur dans le sang de Colin correspondait à son père biologique. C'était la mauvaise question. Elle s'est tournée vers le deuxième rapport. Le profil d'origine du receveur récupéré à partir des follicules pileux de Colin a été comparé à celui de Mara, d'Evie et aux échantillons familiaux pertinents. Le résultat confirme que Colin Bennett est le père biologique d'Evie, au niveau de probabilité rapporté par le laboratoire. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Je pensais que la réhabilitation ressemblerait à une chaleur, à une libération, ou à la justice entrant enfin dans la pièce. Au lieu de cela, j'ai revu Evie pliant sa fiche sur Phoenix, pendant que Colin l'accusait de l'imiter. J'ai revu son lit d'hôpital, et sa chaise vide. J'ai entendu sa voix me demander combien de choses supplémentaires elle devait apprendre. Le résultat prouvait que j'avais dit la vérité. Il ne lui rendait pas ce que Colin lui avait pris en refusant de la vérifier. Il a été son père tout du long, ai-je murmuré. L'expression du docteur Garner est restée douce. Biologiquement, oui. Cet après-midi-là, l'avocat de Colin a demandé un contact immédiat avec Evie. Colin a fait valoir que les restrictions temporaires avaient été fondées en partie sur le litige de paternité, et que le résultat devait restaurer son droit de visite habituel. La tutrice ad litem n'était pas d'accord. Le résultat génétique résout une question, a-t-elle déclaré lors de la conférence. Il ne résout pas le traumatisme médical de l'enfant, l'enquête criminelle en cours, ou le comportement de M. Bennett après la collision. Les visites supervisées ont été maintenues. Le thérapeute d'Evie déterminerait quand un contact direct pourrait avoir lieu sans nuire à son rétablissement. Colin m'a appelé ce soir-là sur la ligne approuvée par les avocats. J'ai besoin de lui parler. Tu dois respecter l'ordonnance. Elle est ma fille. Elle était ta fille, bien avant ce rapport. Sa respiration a changé. On m'a donné de fausses informations. Tu as refusé un test indépendant. Tu lui as reproché de te rappeler toi-même. Tu l'as laissé en soins intensifs. Céleste a organisé le test. Elle a manipulé le processus. C'est quand même toi qui as fait tous les choix qui ont suivi. Les dossiers de laboratoire obtenus par assignation ont vite révélé que le rôle de Céleste avait largement dépassé la simple recommandation d'un prestataire pratique. Des semaines avant que le sang de Colin ne soit soumis, un compte lié à Helix Bridge avait contacté le support général du laboratoire, pour savoir si le sang prélevé après une greffe de cellules souches d'un frère pouvait refléter le génotype du donneur. La réponse avertissait que les antécédents de greffe pouvaient affecter l'interprétation, et recommandait une consultation avant d'utiliser le sang pour un test de parenté. La commande réelle avait ensuite été acheminée, via un circuit distinct pour les bilans de santé des cadres, où cet échange d'informations n'apparaissait pas automatiquement. Céleste avait ordonné au personnel d'admission d'utiliser l'échantillon de sang de Colin, et avait déclaré sur le formulaire de demande, qu'il n'y avait aucun antécédent de greffe pertinent. Le laboratoire n'avait pas inventé le résultat. Céleste avait sélectionné un échantillon dont elle savait déjà qu'il pouvait représenter Nolan, et avait dissimulé le fait nécessaire pour l'interpréter correctement. Lors d'un interrogatoire enregistré en présence de son avocat, Colin a admis qu'il lui avait tout dit. Il avait décrit le traitement contre le cancer, le don de Nolan, et le médecin qui avait plaisanté un jour,
sur le fait que son sang portait désormais la signature génétique de son frère. Il lui avait aussi parlé de nos années d'infertilité, et du moment de ma grossesse. Tu savais qu'elle avait toutes ces informations, lui ai-je dit. Je pensais qu'elle m'aidait à trouver la vérité. Alors pourquoi n'as-tu pas appelé Nolan? Pourquoi n'as-tu pas appelé ta clinique de greffe quand je t'ai montré la case vide? Il a baissé les yeux vers ses mains. Parce que s'il disait que le rapport n'était pas fiable, je devrais tout reconsidérer. Que voulais-tu dire par tout, ai-je demandé. Ma grossesse? Les années où tu pensais que les gens avaient pitié de toi? La possibilité d'avoir construit ta vie autour de quelque chose qui n'était pas à toi? Tu as préféré une histoire qui te permettait de nous haïr. Ses yeux se sont alors levés, mais il n'a pas nié. Le rapport était logique, s'est-il justifié? Non, il a donné un sentiment de légitimité à ta peur. J'ai expliqué le résultat à Evie avec l'aide du docteur Garner. Nous lui avons dit que le traitement de Colin avait modifié le profil génétique de son sang, et que le premier test avait utilisé le mauvais type d'échantillon, pour quelqu'un avec ses antécédents médicaux. Elle a écouté silencieusement. Donc, c'est le sang d'oncle Nolan qui a répondu à la place de papa. C'est une façon simple de le comprendre, a confirmé le docteur Garner. Le deuxième laboratoire s'est assuré de tester le profil d'origine de ton père. Evie m'a regardé. Alors je n'ai pas échoué. Aucun test n'a jamais été le tien à réussir. Sa bouche a tremblé, mais elle n'a pas pleuré. Si j'étais à lui depuis le début, pourquoi a-t-il arrêté d'être mon papa? J'ai pris sa main, de la même façon qu'aux soins intensifs. L'ADN peut expliquer pourquoi un rapport était faux. Il ne peut pas justifier ce qu'une personne a choisi de faire. Seul ton père en est responsable. Mon téléphone a sonné avant que nous ne quittions le bureau du docteur Garner. L'inspectrice morale m'a demandé si je pouvais parler en privé. Le retour de mandat du téléphone de Céleste est arrivé, a-t-elle annoncé. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant le prochain entretien. Pendant plusieurs jours avant qu'Evie ne soit percutée, Céleste avait recherché l'itinéraire à pied entre son école et mon bureau. La synchronisation des feux de signalisation à Grove et Belmont. Et les mots-clés sorties anticipées école Richmond. L'inspectrice morale n'a pas qualifié l'historique de recherche de Céleste, de preuve de tentative de meurtre. Elle a placé les dossiers à côté des autres preuves, et a expliqué ce que chacune pouvait établir. Pendant 5 jours avant qu'Evie ne soit percutée, Céleste avait cherché le trajet à pied entre l'école et mon bureau, les horaires des sorties anticipées, et la synchronisation des feux à Grove et Belmont. Son historique de localisation montrait des visites répétées à l'intersection. Le matin de la collision, son téléphone a voyagé avec le véhicule 417, du parking de Belden vers l'école d'Evie. Les images de la circulation plaçaient le SUV sur le même trajet, avant qu'il n'accélère dans le passage piéton. Les recherches à elles seules ne nous disent pas exactement quel résultat elles visaient, a souligné Morale. Mais la préparation, l'accélération, l'absence de freinage avant l'impact, la fuite et la dissimulation ultérieure, ne correspondent pas à un simple accident. J'ai regardé la carte imprimée, et j'ai imaginé Céleste assise près du passage, observant les enfants quitter l'école, tandis qu'Evie marchait vers un rendez-vous qui pourrait exposer la falsification du rapport de paternité. Quel que soit le degré de blessure que Céleste espérait infliger, elle s'était servie du corps de ma fille pour gagner du temps. En février, après que le chirurgien et le thérapeute d'Evie aient estimé qu'elle pouvait supporter un entretien de suivi, le spécialiste en interrogatoire judiciaire l'a rencontrée à nouveau. Personne ne lui a montré la photo de Céleste, ni ne lui a suggéré un nom. Evie a décrit le capot argenté, le pare-brise, et une femme penchée en avant sur le volant. Elle ne s'est souvenue du visage de la femme, que l'espace d'un instant. Je la connaissais du dîner d'entreprise de papa, a dit Evie. C'était la dame qui n'arrêtait pas de toucher son bras. Sa déclaration a été considérée comme une preuve complémentaire, non comme le fondement de l'affaire. À ce moment-là, les enquêteurs disposaient déjà des données du véhicule, du sang de Céleste sur l'airbag, des registres de localisation téléphonique, des vidéos de circulation, et de la dissimulation qui avait suivi. Un grand jury a rendu des actes d'accusation découlant de la collision, du délit de fuite, et de la dissimulation de preuves. Céleste s'est rendue par l'intermédiaire de son avocat au palais de justice. Il n'y avait pas de caméra attendant dans un couloir d'hôpital, et pas de confrontation dramatique au chevet d'Evie. Je l'ai appris par morale, une fois que c'était fait. L'enquête financière a pris plus de temps.
Helix Bridge avait déclaré des créances bien supérieures aux paiements qu'elle pouvait raisonnablement recouvrer. Ces chiffres gonflés avaient aidé à soutenir environ 1,35 million d'euros de dette relais. L'examen du prêteur le 1er octobre exigeait des documents de patrimoine mis à jour et une garantie personnelle d'environ 650 000 euros, avec une date limite de régularisation fixée au 5 octobre. Le prêteur n'exigeait pas de Colin qu'il possède notre maison ou notre compte de courtage en totalité. Son salaire et ses intérêts de propriété actuels suffisaient à le rendre utile, tandis que le projet de séparation donnait à sa situation financière une apparence plus nette et plus prévisible. Céleste avait besoin qu'il soit émotionnellement engagé, aliéné de moi, et prêt à signer. La consultation qui prenait en compte la greffe menaçait ces trois aspects. Car elle pouvait exposer la falsification du rapport, restaurer ses doutes à son sujet, et le pousser à se retirer avant la date limite. Les dates rendaient la structure évidente. La consultation avec le docteur Garner avait été programmée pour le 25 septembre. Evie a été percutée ce matin-là. Colin a déclaré notre séparation permanente, le lendemain. Le 5 octobre, après que Martin ait lu averti par écrit des risques, Colin a signé la garantie d'Helix Bridge. Dans le règlement de divorce, l'obligation a été traitée comme une responsabilité distincte incombant à Colin, puisqu'il l'avait signée après notre séparation permanente, pour une entreprise dans laquelle je n'avais aucune part, et dont notre foyer ne tirait aucun bénéfice. Je ne l'avais pas caché, ni transféré, ni piégé pour qu'il l'accepte. Chaque document est apparu lors de l'échange de preuves. Colin a commencé à coopérer avec les procureurs, après que les preuves contre Céleste soient devenues irréfutables. Il a fourni des communications avec le laboratoire, et a admis qu'elle l'avait encouragé à utiliser le sang de son bilan de santé pour cadre. Il a également essayé de se faire passer pour une autre personne qu'elle avait trompée. Céleste a riposté via la sauvegarde cloud de son téléphone. Parmi les messages récupérés, se trouvait celui que Colin avait envoyé, après que l'inspectrice morale soit entrée dans la chambre de soins intensifs d'Evie, et ait identifié le véhicule 417. Je leur ai dit que tu avais déclaré le vol avant midi. Garde cette version. Avant 21h27 cette nuit-là, Colin pouvait encore prétendre que Céleste lui avait menti sur le fait d'avoir percuté une colonne de garage. Il pouvait dire qu'il avait mal utilisé le système de la flotte, parce qu'il pensait maîtriser un incident embarrassant impliquant un fournisseur. Après que la police lui eut dit que le SUV avait percuté Evie, cette excuse s'effondrait. Il savait que le véhicule endommagé avait failli tuer sa fille. Il a tout de même contacté Céleste, fourni une fausse chronologie, et tenté de préserver son alibi. Il avait fait le même choix moral, à 2 reprises. D'abord, il a choisi Céleste au lieu du chevet d'Evie. Ensuite, après avoir appris qu'il y avait envoyé, il a choisi Céleste au détriment de la vérité. Belden a terminé son enquête interne en mars. L'entreprise a licencié Colin pour utilisation abusive d'un véhicule de flotte, dépôt d'un faux rapport, et violation des instructions de préservation des preuves. Helix Bridge a fait défaut peu de temps après. Son prêteur a commencé à poursuivre Colin en vertu de la garantie personnelle qu'il avait signée, malgré l'avertissement de son avocat. Rien de tout cela n'a rendu le règlement du divorce automatique. Une évaluation médico-légale a déterminé que Bennett Record & Compliance avait pris de la valeur pendant le mariage, en partie grâce à mon travail. Bien que j'ai fondé l'entreprise avant d'épouser Colin et que j'ai tenu des livres de comptes séparés, une partie de son appréciation a été prise en compte dans le calcul du patrimoine conjugal. J'ai gardé l'entreprise, mais je n'ai pas gardé chaque euro de sa valeur ajoutée en prétendant que le mariage n'y avait rien contribué. Le règlement a utilisé d'autres actifs, et un paiement structuré pour compenser la part de Colin. Colin voulait toujours la maison. La perte de son emploi, et la prise en charge de la garantie d'Helix Bridge, rendaient un refinancement impossible. Selon l'accord, la maison a été vendue, et la valeur nette a été divisée conformément au règlement. J'ai installé Evie dans une maison plus petite près de son école. Elle ne s'est pas souciée de la superficie, ou du prix de vente. Elle m'a demandé si la rue avait un passage piéton, avec des feux de signalisation. En juin, la plupart des communications avec Colin passaient par nos avocats. Ses contacts supervisés avec Evie restaient soumis à l'approbation de sa thérapeute, de la tutrice ad litem, et du tribunal. Evie avait échangé 2 courtes lettres avec lui, mais avait choisi de ne pas le rencontrer en personne. Lors d'une conférence de règlement, Colin a demandé à Johan de me transmettre un message. Il veut que vous disiez à Evie que Céleste l'a trompé, a relayé Johan. Il pense qu'elle devrait comprendre
qu'il agissait sur la base de fausses informations. J'ai accepté de répondre par l'intermédiaire des avocats. Le premier mensonge était peut-être le sien, ai-je dit. Les choix qui ont suivi étaient les tiens. Colin a demandé un bref appel supervisé par un avocat avec moi. J'ai accepté, parce que Johan restait en ligne. Je croyais qu'Evie n'était pas de moi, a-t-il plaidé. Tu ne peux pas prétendre que ça n'avait pas d'importance. Tu avais 11 ans en tant que son père, avant un seul rapport. Ce rapport ne t'a pas appris comment partir. J'étais humilié. Alors tu as fait porter l'humiliation à une enfant. Je suis revenu à l'hôpital. Tu es revenu après avoir fait les magasins, et dîné au restaurant. Ensuite, la police t'a dit que le véhicule de Céleste avait percuté Evie, et tu l'as quand même protégé. Il n'a pas répondu. Pendant des mois, Colin avait blâmé un rapport de laboratoire, la manipulation de Céleste, et mon refus de me soumettre en silence. Dans le silence qui a suivi, il n'y avait plus d'autre endroit où placer la responsabilité de la décision, si ce n'est sur l'homme qui l'avait prise. Ce soir-là, j'ai trouvé Evie debout devant la carte murale. La plupart des anciennes punaises de voyage de Colin étaient toujours là, mais elle avait retiré la toute dernière. La punaise de Phoenix, qu'elle avait placée peu de temps avant la collision. Elle l'a tenue entre ses doigts un instant, puis l'a laissée tomber dans la boîte à chaussures, avec les comptes rendus d'arrivée. « Tu veux que j'enlève toute la carte ?» lui ai-je demandé. Evie a observé les lignes rouges, les codes d'aéroport et les villes qu'elle avait jadis appris par cœur, pour se rendre plus facile à aimer par son père. Puis, elle a secoué la tête. « Non », a-t-elle murmuré. « Je veux qu'elle soit à moi. » La carte est restée sur le mur d'Evie, tout l'été. Elle a retiré les plans de vol de Colin l'un après l'autre. Pas avec colère, et pas tous en même temps. Certains jours, elle pouvait arracher 3 fils rouges. D'autres jours, toucher une seule punaise suffisait à lui faire fermer la porte de sa chambre, pour s'asseoir et faire l'exercice de respiration de sa thérapeute, jusqu'à ce que la sensation d'oppression dans sa poitrine disparaisse. En octobre, plus d'1 an s'était écoulé depuis la collision. Evie pouvait marcher sans aide, et avait repris un emploi du temps scolaire complet. Mais la guérison n'avait pas effacé ce qui s'était passé. Une cicatrice pâle traversait le bas de son abdomen. Ses hanches lui faisaient encore mal après de longues journées. Lorsqu'une voiture roulait trop vite vers un passage piéton, ses épaules se soulevaient, et sa main cherchait la mienne avant même qu'elle n'en soit consciente. Nous n'appelions pas ces moments des rechutes. Sa thérapeute les appelait des rappels d'un système nerveux à qui on a, un jour, donné une bonne raison d'avoir peur. Evie apprenait qu'un rappel n'était pas la même chose qu'un danger. Mais personne ne lui a promis qu'une seule conversation, une ordonnance d'un tribunal, ou un foyer aimant, ferait disparaître chaque rappel. Le 18 octobre 2027, Johan et moi sommes sortis du palais de justice, avec le jugement de divorce définitif. Colin et moi vivions séparément, et sans interruption, depuis le 26 septembre de l'année précédente. Le juge n'a pas fait de discours sur la trahison, et ne m'a pas demandé de pardonner à qui que ce soit. Elle a examiné l'accord, a confirmé que les deux parties le comprenaient, et a signé l'ordonnance qui rendait légal, ce qu'Evie et moi vivions déjà depuis des mois. Bennett Record & Compliance restait ma propriété après une évaluation indépendante, et une compensation versée à Colin pour sa part légale de l'appréciation de l'entreprise durant le mariage. La maison a été vendue, car il ne pouvait pas la refinancer. Ses dettes et les frais de vente ont été payés, et la valeur nette restante ainsi que les comptes conjoints ont été divisés, chaque solde ayant été divulgué. La garantie Helix Bridge est restée à la charge de Colin, puisqu'il l'avait signée après notre séparation permanente, pour une entreprise dont je n'étais pas propriétaire, et dont notre foyer ne tirait aucun bénéfice. Je ne me suis pas réjoui lorsque le prêteur l'a poursuivi. J'ai simplement refusé de confondre les conséquences de ces actes avec ma propre cruauté. L'ordonnance de garde m'a conféré l'autorité légale principale sur les soins médicaux et l'éducation d'Evie. Colin n'était pas définitivement banni de sa vie par une ordonnance restrictive dramatique. Tout contact devait être supervisé ou thérapeutique, devait respecter les conditions fixées par le tribunal et son équipe de soignants, et ne pourrait avoir lieu que lorsqu'Evie serait prête. Elle ne l'était pas. Colin avait envoyé 2 lettres par le canal approuvé. Evie n'en a lu aucune, au début. Des semaines plus tard, elle en a ouvert une pendant une séance de thérapie, et s'est arrêtée après le premier paragraphe. Personne ne l'a forcée à continuer. Les affaires pénales n'avaient pas atteint une conclusion nette, le jour où mon divorce est devenu définitif.
Céleste faisait toujours face aux accusations concernant la collision, le délit de fuite, la dissimulation de preuves, et les délits financiers. L'avocat de Colin discutait d'une éventuelle résolution de l'affaire du faux rapport et de l'entrave à la justice. Aucune peine n'avait été prononcée. Sa coopération n'avait pas effacé le message demandant à Céleste de s'en tenir à sa fausse histoire. Il avait perdu son poste chez Belden, et resté responsable de la dette garantie. Il ne pouvait plus se présenter comme un homme, qui avait simplement fait confiance à la mauvaise femme. Le premier mensonge avait ouvert la porte. Il avait choisi, lui-même, de continuer à la franchir. Après le tribunal, Johan m'a demandé si je voulais marquer le coup par un déjeuner. J'ai promis à Evie que je rentrerais avant qu'elle ne finisse son projet, lui ai-je dit. Le projet s'intitulait « Où je veux aller ». Chaque élève devait choisir 3 destinations, expliquer ce qui l'attirait là-bas, et construire un itinéraire visuel partant de Richmond. Quand je suis arrivé chez nous, Evie avait étalé ses fournitures sur la table de la salle à manger. La vieille carte murale était posée à plat devant elle. Les fils rouges que Colin suivait autrefois avaient été retirés, laissant de minuscules trous sur le papier. Nolan était assis à l'autre bout de la table, buvant un café, pendant qu'Evie cherchait dans une boîte de punaises. Il avait appelé de temps en temps pendant sa convalescence, avait demandé des nouvelles de sa kinésithérapie, et lui avait envoyé un puzzle géographique pour son anniversaire. Des mois plus tôt, Evie lui avait prêté son atlas, pour qu'il puisse faire le puzzle sans plier sa carte murale. Il ne s'est jamais présenté comme l'homme que Colin aurait dû être. Et je ne l'ai jamais placé dans ce rôle-là. Je suis venu te rendre ton atlas, a-t-il dit à Evie. Ta mère me dit que tu prépares une évasion ambitieuse. C'est une évasion académique, a-t-elle précisé. Il y a des citations. Nolan a souri, a demandé si sa hanche la faisait souffrir après l'école, et a écouté quand elle a répondu. Puis, il est parti avant le dîner, ne la serrant dans ses bras qu'après qu'elle ait fait le premier pas vers lui. Une enveloppe matelassée était arrivée cet après-midi-là, via le bureau de Johan. L'étiquette de retour portait le nom de l'avocat de Colin. À l'intérieur se trouvait une vieille étiquette de bagage d'un voyage à Boston, la toute première que Colin avait envoyée à Evie, quand elle avait 6 ans. Une courte note disait qu'il pensait qu'elle en voudrait peut-être pour sa carte. Evie a tenu l'étiquette pendant un long moment. Suis-je obligé de lui renvoyer quelque chose, a-t-elle demandé. Tu ne dois de réponse à personne, lui ai-je assuré. Est-ce que je dois l'accrocher? La carte t'appartient. C'est toi qui décides de ce qu'on y met. Elle a ouvert la boîte à chaussures contenant les anciens comptes rendus d'arrivée, et a glissé l'étiquette de bagage à l'intérieur. Elle ne l'a pas détruite. Elle n'en a pas fait la preuve que tout était réparé. Elle a simplement décidé où était sa place. Puis, elle est retournée à son projet. Sa première destination était Chincoteague, près de la côte de Virginie. Elle voulait voir les îles Barrières, dessiner le rivage, et découvrir si les poneys sauvages avaient l'air aussi têtus en vrai qu'en photo. La deuxième était l'Islande, parce qu'elle adorait l'idée de se tenir près de la frontière entre des plaques tectoniques. Elle avait dessiné des flèches montrant comment la Terre se déplaçait, et avait écrit une note sur l'énergie géothermique dans la marge. Son troisième choix était Santa Fe. Quelle est la raison géographique, ai-je demandé. Il n'y en a pas, pour l'instant, a-t-elle répondu. J'aime juste comment le nom sonne. C'est tout à fait autorisé. Mon professeur dit que la curiosité, ça compte. Elle a tracé de nouvelles lignes à partir de Richmond, mais aucune ne suivait les itinéraires d'affaires de Colin. Le chemin le plus proche s'incurvait vers l'est en direction de la côte. Un autre traversait l'Atlantique. Le dernier s'étirait vers l'ouest, en direction du Nouveau-Mexique. À l'école, la semaine suivante, les familles ont été invitées à voir les projets. Evie se tenait à côté de sa carte, pendant qu'une camarade de classe étudiait les 3 itinéraires. « Pourquoi aimes-tu autant les cartes » a demandé la fille. Un an plus tôt, Evie aurait peut-être parlé des codes d'aéroport, ou des villes que son père visitait. Elle aurait peut-être expliqué comment le fait de mémoriser le monde d'une autre personne, la faisait se sentir plus proche de lui. Cette fois, elle a regardé les espaces vides entre ses punaises. Parce qu'une carte montre qu'il y a toujours plus d'un chemin possible. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pendant des années, j'avais cru que la présence de Colin rendait notre foyer sûr, simplement parce qu'il continuait de franchir la porte. J'avais mesuré la famille à l'aune de ceux qui restaient sous le même toit. Même quand Evie apprenait à se faire toute petite, pour la personne qui y vivait.
Je savais maintenant que la présence sans protection n'était pas la sécurité. Une famille d'apparence complète pouvait tout de même laisser une enfant seule. Tandis qu'une famille plus petite pouvait lui apprendre que l'amour ne se mérite pas. Ce soir-là, Evie a rapporté la carte dans sa chambre. Ensemble, nous l'avons accrochée au-dessus de son bureau. Les anciens trous restaient visibles, mais elle ne les a pas recouverts. Ils faisaient partie du papier, non pas comme des instructions sur ce qui devait y être placé à nouveau. Elle a ramassé la punaise bleue pour Chincoteague, et l'a enfoncée sur la côte. Par où veux-tu commencer, ai-je demandé. Elle a touché le premier itinéraire, d'un doigt. Quelque part que j'ai choisi. Pendant des années, ma fille avait utilisé une carte pour prouver qu'elle appartenait au monde de son père. Cet automne-là, elle l'a utilisée pour quelque chose de bien plus important. Elle s'est choisi un monde, bien à elle.